m'appelle Jean, je suis tondeur de moutons. On appelle tondeur de moutons quelqu'un qui tond environ entre 8000 et 12 000 têtes à l'année. Donc un tondeur tourne par jour à entre 150 et 200 brebis, les meilleurs jusqu'à 250. C'est un job qui s'exerce du mois de janvier au mois de septembre. Et c'est un job qui demande à beaucoup se déplacer, puisque dans chaque région, on tond environ un mois et demi. On est regroupé à l'heure actuelle, c'est une toute petite corporation, et on est regroupé dans le cadre d'une association qui s'appelle ATM, c'est l'association des tondeurs de moutons. L'ATM ne regroupe pas la totalité des tondeurs français, regroupe à peu près, disons, les 2/3. Il y a toujours quelques individualistes qui ne sont pas dans le bain, c'est normal comme toutes les associations. Les tondeurs travaillent chacun seul dans son coin. Et il faut se réunir de temps en temps pour le bien-être de la profession, pour les relations de bouche à oreille qui se font au point de vue technique, tous les progrès qui apparaissent. Il faut une tradition orale. Et comme chacun est isolé, c'est par le biais des concours, par les manifestations sportives qu'on organise, qu'on unifie le groupe et qu'on unifie la profession et qu'on la renforce par votre conséquence. Attention au départ, les chronos sont prêts. C'est comme tous les concours, c'est le plus fort qui gagne, la règle, c'est ça. Hein. Alors, quel est le plus fort? Le plus fort, c'est celui qui a les meilleures notes. Quelles sont les meilleures notes? La tonte est jugée selon 3 critères. La vitesse, pour 1/3. La qualité du respect de la toison, c'est-à-dire éviter les repasses. C'est très important de ne pas couper un brin de laine au milieu de sa longueur, car il n'est plus filable. En dessous de 2 cm, un brin de laine n'est plus filable. Parce qu'il faut voir, la tonte, c'est la base de la filature, c'est la base du pullover, la tonte. Donc, cet irrespect de la toison est pénalisable. Et 3e tiers, au niveau de la notation, c'est les accidents de tonte, le respect de l'animal, et les moustaches qui restent sur l'animal, la laine oubliée sur l'animal. Donc chacun à peu près 30%. En Nouvelle-Zélande, on pratique encore la tonte aux forces pour laisser une certaine épaisseur de laine sur les bêtes afin de les protéger de la neige en haute altitude car elles n'ont pas toujours d'abri couvert. Après avoir abandonné mes études dans les années 70, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais un ami qui tondait et en voyant un jour un tondeur à la télé, je me suis dit « Ok, je vais essayer ça ». Les Néo-Zélandais à l'heure actuelle sont les meilleurs tondeurs sur le marché dans le monde. Un Néo-Zélandais tond en moyenne 400 à 500 bêtes de sa journée. Et le meilleur en tond jusqu'à 800. L'ATM organise aussi d'autres choses en même temps que le concours. Elle organise des stages de formation ou de perfectionnement sur certains types de bêtes. Parce qu'il faut penser au renouvellement. Un tondeur a une carrière très brève. C'est une dizaine d'années. Donc il faut un renouvellement assez rapide. Et puis quand tu arrives ici, tu écartes les doigts pour tirer la peau sous la laine. Ce stage fin mars s'est déroulé avec Morin Schlumberger. C'est un ex-tondeur de moutons qui tond encore un petit peu et qui a organisé ce stage avec la collaboration d'un instructeur néo-zélandais. Des conséquences du stage précédent, ça a été de carrément quasiment éliminer le mal de dos. Choisissez bien les mots.
dirigez bien les gestes, ni trop lents, ni trop lestes, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Grosso modo, jusqu'à maintenant, les prix varient en fonction des caractères raciaux. En France, il y a à peu près 50 races de moutons. Donc on imagine très bien qu'il y a 50 tarifs différents à peu près, quoi. La technique est la même. La seule chose qui change, c'est les peignes utilisées. On utilise des peignes plus ou moins épais ou plus ou moins ronds, suivant le grain de la peau de l'animal, ou suivant le type de laine. Voilà. Parce que le tondeur ne change pas, la machine ne change pas, la méthode ne change pas, ou pratiquement pas. C'est les peignes qui changent. Alors là, c'est assez technique, quoi. Le tondeur de mouton qui gagne réellement sa vie avec la tonte, eh ben, il a point de vue familial. Il résout le problème en étant célibataire, c'est mieux. Au moins on n'emmerde personne, quoi, quand on est célibataire. On n'a pas une femme éplorée qui nous attend en longueur de journée, quoi. Évidemment, il y a des inconvénients, on est parfois loin des siens, mais malgré tout, c'est une belle vie. La santé, eh ben, on n'en parle pas trop de ça. Comme le mal au dos, on n'en parle jamais. À l'heure actuelle, 9 tondeurs sur 10 ne sont pas déclarés. C'est tout du travail au noir, c'est de la fausse facture. Et ça explique qu'un tondeur de mouton, une fois sa saison terminée, trouve un autre job, comme du bûcheronnage, comme des agnelages. Enfin, chacun essaie un peu de se débrouiller pour justement avoir une couverture sociale au moment où il va commencer sa saison de tonte. Se faire embaucher comme berger pendant un agnelage, c'est un job hyper passionnant, hyper intéressant, puisque c'est plat de naissance. Ça peut durer pendant un mois et demi. C'est très très fatigant parce qu'on y est jour et nuit. C'est important d'y être parce que des agneaux qui naissent, il faut les isoler avec leur mère pour pas qu'ils se mélangent aux autres mères. Souvent, une brebis, elle a besoin d'un coup de main pour mettre bas parce qu'elle peut porter jusqu'à 2 voire 3 agneaux. Et donc ça se mélange où on a des agneaux qui arrivent par le siège, on appelle ça, donc par derrière, ça coince, des bêtes qui ne sont pas dilatées. Un des jobs, je dirais presque secondaires des tondeurs de moutons, c'est de se retrouver berger sur les alpages. Le but du jeu à la montagne, c'est de redescendre en fin de saison des bêtes qui soient grasses, donc qui soient à même de prendre le bélier si elles ne sont pas pleines, et puis ou de mettre bas leurs agneaux dans de bonnes conditions si elles sont pleines. C'est quelque chose qui est relativement difficile parce qu'un alpage c'est plusieurs centaines d'hectares. Et un alpage, ça se gère au niveau de l'herbe. Le job du berger, c'est de tenir ses bêtes, c'est de choisir son herbe, c'est de faire en sorte que les bêtes soient le mieux possible et le plus tranquille possible pour profiter le plus possible. Le job du berger, c'est se lever à 6 h du matin, des fois 5 h, au jour les plus chauds, pour faire manger les bêtes quand il fait encore frais, juste après la rosée et avant les chaleurs. Une brebis, c'est les 3-8. Une brebis, elle dort 8 heures, elle mange 8 heures, elle rumine 8 heures. Quand elles mâchonnent, c'est l'herbe qu'elles ont dans leur panse qui remonte dans leur bouche, qui est mâchée une seconde fois et qui est seulement digérée. Ça s'appelle chômer. Le berger dans la montagne, c'est un super job aussi. En fait, tous les jobs qui touchent aux moutons, c'est des super jobs. C'est une expérience que j'ai vécue, moi, il y a 2 ans de ça, sur le plateau d'Ambel. Et à l'heure actuelle, sur le plateau, on peut retrouver Monette. C'est la bergère, depuis 2 ans, elle, donc, qui a pris ma suite, avec ses 3-4 chiens et puis son troupeau.
Quand j'étais toute gamine, chez nous on n'a pas de brebis, mais je voyais passer les transhumants. J'ai suivi, j'entendais plus que ça, les brebis, les agneaux, c'était plus fort que moi. Ça me tordait les tripes, quoi. Et ça m'a toujours fait ça, dès que j'entendais les trucs, quoi. Et bon, ben, plus tard, je me suis dit, je vais garder pour les autres. Pour moi, c'est ça. Quand on aime les animaux, bon, il n'y a pas de difficulté à être berger, quoi. Tu es toujours en train de les regarder, finalement. Tu vois si elles ont bien mangé, si celle-ci mange moins bien, tu vois, celle-ci, ça va pas. C'est un truc inné, moi, je pense. Tu vois démarrer de très bonne heure, puis qui s'agrippent à l'herbe comme ça, là, ou qui veulent plus laisser l'herbe le soir, c'est pareil. Hein. On dirait qu'ils n'ont pas mangé la journée alors qu'ils ont mangé. Tu te dis, tiens, demain il va faire mauvais. Effectivement, on dirait qu'elles emmagasinent tout ce qu'elles peuvent. Ouais. La prévision du lendemain qu'elles ne pourront pas manger. Tu vois. Normalement, il faut les compter toutes les semaines. Bon, ben, bien sûr, quand on rentre, on n'est pas sûr qu'elles soient toutes là, on les recompte. Dans un parc qu'on appelle ça un pass, un parc de tri, il y a un couloir où on peut les compter. Elles sont obligées de passer une à une. Est-ce que c'est un travail d'ermite? Comme ça, on imagine le berger reculer dans ces montagnes. Mais de plus en plus, travail d'ermite. Parce que autrefois, bon, les bergers, ils emmenaient l'été, ils emmenaient leur famille, où ils étaient toujours plusieurs groupes, enfin un groupe quoi. Il y avait 4 ou 5 bergers ensemble, hein, parce qu'il y avait de plus grands troupeaux, et donc ils faisaient plusieurs lots. Quoi. On n'a pas besoin de grand chose hein, finalement. C'est vrai qu'à la montagne, hein, on réduit un tas de. C'est plus la même vie. Tu imagines ne plus entendre le téléphone. Ça c'est super. Le job du berger, c'est un job qui est délicat dans un autre sens aussi, à savoir que le berger qui est embauché pour une saison de 4 mois, il a le gagne-pain de 7, voire 8, 9 ou 10 éleveurs entre les mains. C'est-à-dire que sur la montagne, il peut y arriver plein de choses. Les bêtes peuvent tomber des falaises, on appelle ça des rochers. Il y a des aventures, des fois, à savoir des mauvaises aventures, comme des chiens de village qui montent jusqu'au troupeau et qui sont capables de vous assassiner, parce que c'est un peu le mot, jusqu'à une centaine de bêtes. On peut parler aussi du salaire du berger, qui est un salaire de misère. Ça représente le SMIG déclaré, plus 1000, voire 1200, 1300 francs sous la table. Il faut savoir mener ses chiens, parce que si on n'a pas de chien, on se fait complètement prendre, mais les bêtes s'en rendent compte. Et on a beau avoir des bonnes jambes sur la montagne, si on n'a pas de chien, on ne peut pas mener des bêtes, on ne peut pas les retenir, on ne peut pas les guider. Stop, toucher, pas bouger. Ici, au mois de juin, dans le Vercors, dès qu'on est en montagne, il se passe des choses, c'est le grand boom. Il y a des camions qui montent, on entend du bruit de partout, il y a de la cloche, c'est les bêtes qui montent sur l'alpage. C'est les vaches, c'est les chevaux, c'est les moutons surtout. Jean-Marc, un copain, hier a grimpé ses têtes à lui. Il a une exploitation avec 400 brebis, à l'heure actuelle 200 agneaux, puisqu'une grosse partie des agneaux déjà sont vendus, agneaux de boucherie. Et hier, il a transhumé ses bêtes un peu au-dessus de sa ferme, à 7 ou 8 km. Il fait ça à pied, avec ses chiens. Et les bêtes vont rester sur la montagne jusqu'à environ le mois de mi-septembre, fin septembre, tant que la neige ne sera pas là et qu'il y aura de l'herbe. Allez! Jean-Marc, c'est un berger qui peut encore lui se permettre de destiller ses bêtes à pied. Quelques bergers le font encore. C'était le propre c'était ce qu'on appelait la transhumance il y a encore quelques dizaines d'années. Des bêtes qui transhumaient du pays de Cros, dans le sud de la France,
jusque dans les Alpes, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, jusque dans la Drôme, ici par chez nous. Aujourd'hui, les bêtes sont transhumées pour la plupart en camion, parce que ça va plus vite, parce que c'est plus facile. Et puis surtout, les paysages sont complètement massacrés par les routes. C'est plus possible de laisser passer les troupeaux. Il y a du tourisme de partout, il y a des voitures, plus rien n'est fait pour que ça puisse se faire. C'est bien dommage. À l'heure actuelle, dans le sud, ici dans la Drôme, entre autres, nous, tondeurs, nous sommes amenés à trier la laine au fur et à mesure qu'on la tond. C'est-à-dire que les ventres sont dégagés d'un côté, les cuisses, tout ce qui n'est pas très joli, tout ce qui est sale, pour aider l'agriculteur à la valoriser. Et nous, ça nous permet aussi une fois triée, de la ramasser. Et donc, la laine suit tout le processus travail de la laine jusqu'à arriver au fil, à la chemise, au pull, à la couette, au matelas. Mais ça, c'est encore une autre histoire. L'association existe depuis à peu près une dizaine d'années à Saint-Pierreville en Ardèche. C'est une association qui s'appelle Ardelaine. Ardelaine, c'est une entreprise qui a fait un peu le pari d'essayer de travailler la laine sur toute la filière. C'est plus comme on pourrait dire une coopérative d'artisans que le niveau industriel, hein, loin de là. La laine stockée, oui. Elle est stockée en balles, donc pressée de 200 kg. Donc il y a un premier travail, c'est le pressage pour le stockage, puisqu'on achète donc au printemps la laine qu'il nous faut pour toute l'année. Une fois que la bête est tondue, la toison est en un seul morceau. Donc on ne peut pas la laver comme ça. On est obligé de l'ouvrir. Et en plus, ça enlève une bonne partie de ce qui est paille, de ce qui est lourd, de terre. Donc c'est des bêtes de bergerie. Donc on la passe à l'intérieur de cette machine. Ça la déchiquette pas, si on veut, ça la met en morceaux. Au lieu de le faire à la main comme ça, c'est la machine qui le fait. Comme ça, on peut mieux laver. Une fois qu'elle est en morceaux, c'est plus facile à laver. Ensuite, donc, il y a le lavage. Donc le lavage, on démarre ça à l'automne, dans notre petite laverie. Il y a un savon, nous on lave avec un savon qui est biodégradable. Et après, donc c'est rincé à l'eau courante. Ensuite, on essore, on sèche et on restocke. Le cardage est une opération qui a pour but de démêler la laine. Comme nous, on démêle les cheveux, on démêle la laine. Donc pour ça, on passe la laine dans des brosses. Donc le premier cardage dans des brosses très grossières, quoi, hein, qui démêlent. Et puis le nappage, c'est des brosses plus fines, plus agrafes. On part de la laine ouverte pour arriver à la nappe de laine. Tambour qui est ici, donc il y a une garniture qui tourne dans un sens, dans ce sens-là, et le cardage se fait entre ces cylindres-là, qu'on appelle les travailleurs, et le gros, parce que ceux-là ils tournent à l'envers, donc ça carde, c'est comme les cardes à main, et ces petits-là ils servent à dépouiller le gros, on le voit d'ailleurs, ils enlèvent la laine sur le gros, sur celui-là, là, et ils la remettent sur le gros et ainsi de suite, comme ça fait un passage jusqu'à la sortie. La laine, une fois nappée, est transformée en couette ou en couverture, avec celle qui n'est pas nappée, qui n'a subi qu'un cardage ou ouvraison. Ardelaine fabrique alors des matelas. Je vais étaler mon tissu. Je vais prendre le nombre de kilos de laine
qui correspond. Donc je pèse. Ensuite je bâtis. Je bâtis à la main. Je prends des quantités de laine assez régulières et je vais bâtir ça. La difficulté c'est de bien sentir que la laine est répartie également. Une fois que ce travail-là est fait, je vais refermer et je vais attacher avec ces grosses aiguilles-là le matelas. Ce que Janine est en train de faire, c'est l'étape qui s'appelle poser les bouffettes. Donc c'est le fil qui va maintenir la laine à l'intérieur et qui va faire que le bâti ne bouge pas. Et ce qui va faire qu'il ne va pas y avoir ni de creux ni de bosse. Voilà ce qu'est en train de faire Janine, c'est un nœud coulant. C'est ce qui va permettre de serrer le matelas après. Une fois que ça c'est terminé, eh bien vient l'étape de la couture. Voilà, c'est la machine qui se déplace. C'est pas moi, parce que les matelas sont volumineux. Donc c'est la machine qui va se déplacer. Il y a des bouffettes aussi. Ça, c'est des petits pompons là. Chez nous, on appelle ça des bouffettes. Donc, il y en a de ce côté. Il y en a de ce côté. Et le but du jeu, c'est que les deux se touchent. Il n'y ait plus d'espace entre celle du dessus et celle du dessous. Le peignage, ça c'est adapté pour les laines longues, donc les laines qui sont du cycle peigné, donc dans lesquelles on élimine par le peignage toutes les fibres courtes, on obtient un fil lisse. Pour le moment, donc la laine, on la prend et donc on la donne à un filateur qui nous la file à façon et qui nous la teint aussi. À Vougelas, dans la Drôme, Catherine et Christian Métayer ont ouvert un petit atelier de teinture où, à partir de laine écrue, des chevaux, ils teignent. On choisit nos couleurs, on fait chauffer à environ 60 degrés. Ensuite, on met la préparation de peinture qu'on a fait, plus de l'acide sulfurique. Et là, le principe, c'est de remuer de temps en temps les bacs pour avoir une montée régulière du colorant sur la fibre. Il y a des couleurs plus ou moins délicates. Les couleurs foncées sont plus faciles à réussir que les couleurs très très claires. On les sort, on les rince. On les rince bien à l'eau parce qu'il reste toujours un peu de colorant qui est retenu dans l'eau. On la laisse égoutter et on la sèche à l'air normal, mais pas en plein soleil. Ardelane a mis en place également un atelier tricot sur Valence. Le fil arrive soit en bobine, soit en écheveau. Et ensuite, un des premiers travaux à faire, c'est donc le bobinage, qui a comme fonction en fait de mettre les écheveaux en cône. Et ensuite, il y a donc le tricotage. Nous, on a deux machines à tricoter. Donc, tous les deux machines, c'est des machines électroniques qui, donc c'est avec un ordinateur, où on fait la programmation des dessins, des mailles sur disquette. Une fois c'est sorti donc de la machine, voilà, un panneau. Le premier travail qui se fait sur la confection, c'est le repassage, qui a comme fonction de créer un espèce de microfeutrage, c'est-à-dire de mettre bien la maille à sa place. Après, la prochaine étape, c'est la coupe. Voilà, et après, donc, tout ce qui est colle et les petites finitions, ça se fait sur la machine à coudre. Quand j'ai commencé à tondre dans l'Allier, il y a une dizaine d'années, la laine se vendait 14 francs le kilo, 13 à 14 francs le kilo, à raison de 2 kg à 2,5 kg de laine par bête. Aujourd'hui, c'est la catastrophe. La laine ne se vend plus, la laine ne se ramasse plus. Elle vaut 0,40 centimes le kilo dans les plus jolies laines. Et donc, elle vaut même pas
le fait qu'on la ramasse et qu'on la mette dans le camion pour l'emmener. Elle ne paye même pas son transport. Et dans les années à venir, on ne voit pas vraiment comment ça pourrait changer, évoluer ou remonter, quoi. Le synthétique est là. L'avenir de la laine, ça pose quand même pas mal de questions.